Bien, mes chers collègues, comme on a plusieurs personnes de notre commission qui vont s'exprimer sur leur mission, je vous propose de commencer à l'heure et nos collègues arriveront. Et alors, ce ne sera pas dans le compte-rendu malheureusement, mais enfin, chacun pourra se référer à ce qui a été dit, sachant qu'il y a eu une rencontre avec Madame Belloubet, pour ceux qui y souhaitent, une délégation de parlementaires qui a rendez-vous à 17h45, donc on essaiera de limiter. En tout cas, moi, je devrais y aller. Alors, je vous propose d'abord d'entendre Marc Le Fur et Laurent Saint-Martin sur le lancement, et non pas un point d'étape, de leur mission sur la fiscalité américaine qui tombe sur un certain nombre de Français nés accidentellement aux États-Unis. Vous avez la parole. Oui, merci Monsieur le Président. Oui, nous sommes été chargés de cette question avec Laurent Saint-Martin. C'est une question qui certainement ne touche pas un nombre considérable de personnes, mais par contre est extrêmement sensible pour nos compatriotes concernés par ce sujet. Il s'agit des Américains accidentels. Qu'est-ce que ça veut dire? Le droit américain a deux singularités par rapport au nôtre. C'est qu'il applique le droit du sol intégral en termes de nationalité et considéré comme américain toute personne qui naît sur le sol américain. Et voilà, donc il est américain, il a toutes les obligations des Américains. Alors il y a une obligation aussi très singulière et très spécifique aux États-Unis, c'est qu'en matière fiscale, les États-Unis considèrent que tout Américain est redevable de l'impôt fédéral américain, quel que soit son lieu de résidence. C'est-à-dire un Américain qui vit en France, qui a tous ses intérêts, qui n'a plus de relations avec les États-Unis, est théoriquement considéré comme un contribuable. Alors, ceci existe théoriquement depuis toujours, mais pratiquement, les choses se sont aggravées depuis peu de temps, depuis la loi FATCA aux États-Unis en 2014. Comment les choses se passent-elles? Ces personnes qui n'ont pas de relation avec les États-Unis, sont français, etc., se voient sollicités par le fisc et d'abord sollicités par leur propre banque, puisque les banques, très craintives à l'égard des éventuelles sanctions des États-Unis, on est dans une ambiance BNP, suite de BNP, adressent des questionnaires un peu systématiques à leurs clients, leur demandant s'ils ont des attaches avec les États-Unis. Ces questionnaires deviennent de plus en plus intrusifs, certaines banques d'ailleurs refusant de prendre comme clients toutes les personnes qui auraient une relation quelconque avec les États-Unis. Donc voilà un peu globalement le problème posé. Combien de personnes cela concerne-t-il? On n'en sait rien à ce stade, puisqu'on ne sait pas combien il y a de doubles nationaux. Deuxièmement, tous les doubles nationaux ne sont pas dans l'orbite de notre rapport, puisqu'il y a des gens qui vivent aux États-Unis, et là, pour le coup, voilà, ils bénéficient de la règle américaine, ils sont à tour de fait... voilà, donc ils ne sont pas directement dans notre cible. Par contre, notre cible, c'est ceux qui n'ont pas d'attache ou très peu d'attache avec les États-Unis. Comment sortir de cette situation? Ce n'est pas si simple que ça. D'abord, ce problème n'est pas spécifique à la France. Ça, c'est un sujet sur lequel nous devons progresser. On n'a pour le moment pas progressé. Je précise avec Laurent Saint-Martin que nous sommes au tout début de nos investigations. C'est que ce problème n'a rien de spécifique à la France. Les Italiens, les Allemands, les Néerlandais. Or, on a très peu de pays qui se soient manifestés jusqu'à présent. En l'état de nos informations, un pays est, semble-t-il, assez revendicatif sur ces questions, ce sont les Pays-Bas. Mais à part ça, on n'a pas de pays qui se soit beaucoup manifesté. Alors que, vraisemblablement, il y a beaucoup plus d'Italo-Américains ou de Germano-Américains qu'il n'y a de Franco-Américains. Donc voilà, combien de personnes ça concerne-t-il? On ne le sait pas. Comment s'en sortir? C'est la solution pratique que nous allons essayer d'envisager, de régler. Solution qui n'est pas simple. Alors très concrètement, il se trouve qu'on commence par alerter nos autorités. Moi, à titre personnel, avant que me soit confiée cette mission, j'avais introduit une résolution qui n'a pas été débattue, mais qui figure sur l'ordre du jour de l'Assemblée. Et très concrètement, nous avons co-signé une lettre au président de la République pour qu'à l'occasion de la visite d'État qu'il va effectuer dans quelques jours aux États-Unis, ce sujet soit abordé, parmi d'autres évidemment, mais en tout cas soit abordé.
Voilà. Et puis après, comment envisager d'autres solutions? Est-ce que ça passe par des relations bilatérales entre la France et les États-Unis? Pourquoi pas? Mais d'autres relations peuvent être envisagées. L'Europe a peut-être son mot à dire, puisque finalement les nations européennes sont peu ou prou concernées. Il y avait une situation qui avait fait parler d'elle en son temps, c'est Boris Johnson qui a été confronté à ce sujet, qui a pu se voir retirer la nationalité américaine, ce qui lui a évidemment épargné de payer l'impôt. Voilà, donc on va essayer de progresser là-dessus. À ce stade, nous n'avons ni les voies et moyens, ni les solutions. On ne prétend pas les avoir, ça serait un peu prétentieux de notre part, alors qu'on commence nos travaux. Merci. En tout cas, c'est un sujet pratique, concret, Merci. Parfois cauchemardesque. Laurent Saint-Martin, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, merci. Juste, Ce sont deux co-rapporteurs, là, il n'y a pas de président. absolument, et S'autogère. absolument. Pourtant, Magnifique c'est important, modèle les d'autogestion, hein, monsieur de Courson, hein, comme quoi, hein, c'est l'effet Tolbiac, ça. C'est pour ça. Je voudrais quand même d'abord remercier Marc Le Fur pour avoir eu l'initiative de cette mission d'information et d'avoir accepté que j'en sois le co-rapporteur avec lui. Juste pour expliquer effectivement que du côté, en parallèle de La République En Marche, le président du groupe, Richard Ferrand, avait envoyé courant février un courrier au Premier ministre, lequel lui a répondu, et en préparation de son voyage aux États-Unis, enfin du président de la République aux États-Unis rencontrer le président Donald Trump, un nouveau courrier sera envoyé. Et en parallèle, comme Marc Le Fur l'a bien précisé, nous avons nous-mêmes écrit à l'Élysée et nous avons rencontré Clément Beaune, son conseiller, également dans le cadre de cette préparation de visite d'État. Ce que nous allons faire vraiment en 2-3 mots, c'est des auditions évidemment. Nous avons essayé de mobiliser des approches et des expertises variées. Nous avons déjà vu l'Association des Américains accidentels qui est bien organisée aujourd'hui. Et puis nous allons auditionner à partir d'ailleurs de cet après-midi le ministère des Affaires étrangères. Nous auditionnerons l'ADLF évidemment, la DGFIP à Bercy. Et puis certaines personnes qualifiées qui ont déjà travaillé sur le sujet. Je pense notamment à Pierre Lelouch qui avait fait un rapport avec Karine Berger sur l'extraterritorialité du droit américain de façon un peu plus large, mais qui forcément inclut la problématique des Américains accidentels. Sur la question du droit au compte, il nous faudra rencontrer les banques, hein, et notamment la Fédération française de banques et la Banque de France, et puis rencontrer, pour que ça ait effectivement un impact et force de proposition concrète, les correspondants du Trésor, et notamment le département du Trésor américain, au cours d'un séjour à Washington que nous ferons avec Marc Le Fur. Voilà pour quelques précisions techniques. Oui, il vaut mieux être américain accidentel que... Je sais pas. En tout cas, c'est un bon... voilà. Quelques questions, brièvement, si vous le voulez bien. C'est les règles du jeu de cette séance. Monsieur de Courson. Oui, sur le nombre, l'association des Américains accidentels estime 3-4 000, ils disent. Ils ont eux-mêmes 400 adhérents, d'après ce qu'ils m'ont dit. Bon. Ça serait intéressant que nos deux co-rapporteurs, ils examinent les solutions pour en sortir. Alors, il y a la voie de renoncer à la citoyenneté américaine. Mais alors, cette voie, il paraît très compliquée, parce qu'on a une affaire célèbre dans cette affaire, qui est M. Gadonex, l'ancien président d'EDF, qui était né par hasard. Les parents, à l'époque, son père travaillait aux États-Unis, et qui était dans cette situation-là. Et un jour, qui s'est réveillé avec toutes les emmerdes. Alors, il en a eu tellement marre qu'il a demandé d'arrêter, de cesser d'être américain. Mais alors, il paraît que c'est très compliqué, il faut payer, enfin, c'est une procédure. Il y a une autre voie qui est de modifier la convention fiscale franco-américaine. Alors, il y a peut-être d'autres idées, je ne sais pas, les collègues, que ça serait intéressant que vous regardiez. Au moins ces deux-là, il y en a peut-être d'autres. Une autre intervention ou pas? Oui, monsieur le rapporteur, pardon, c'était une discussion un peu informelle. Oui, c'est informel, je confirme. Oui, président. Non, simplement, je voulais confirmer un peu ce que disait tout à l'heure Marc Le Fur à propos de la situation dans d'autres pays. Il se trouve que j'ai des cas dans ma circo, je suis allé voir ce qui se passait de l'autre côté de la frontière, c'est-à-dire la frontière italienne, et j'ai été un peu surpris parce qu'il semblerait que les obligations déclaratives des banques italiennes ne soient pas de même nature que les nôtres. Alors, est-ce que c'est une transcription du FATCA qui a été fait avec des éléments complémentaires dans certains États de l'Union? Je ne sais pas du tout, parce que je ne suis pas arrivé à le savoir.
savoir. Mais il est exact que côté italien, alors que le nombre d'Italiens nés aux States, c'est quand même extrêmement important, dont certains ont beaucoup de patrimoine, parce que ça date d'une époque de forte immigration, où les gens, depuis le temps, sont constitués des patrimoines. Et moi, j'ai tenté d'avoir sans succès également les raisons pour lesquelles il n'y a pas de problème avec le Canada, parce que c'est encore plus surprenant. Le Canada, enfin des Américains accidentels qui sont canadiens, ça c'est encore beaucoup plus fréquent que le reste. J'ai de la famille qui est concernée et ça n'a pas l'air de les traumatiser beaucoup. Donc je pense qu'il s'est passé quelque chose à un moment donné où, à mon avis, on avait sans doute le droit non pas d'une option, mais de pouvoir dire un certain nombre de choses dans un texte, soit de nature légale, soit de nature réglementaire, et certainement ça n'a pas été fait pour qu'il y ait une telle discrimination qui justifie en tout état de cause votre mission, parce que même s'il n'y a que 400 personnes concernées, c'est 400 personnes, par des mots de l'expression, mais très, très ennuyées, pour ne pas employer un terme plus vulgaire. Alors, Madame Cariou, Émilie. Oui, merci Monsieur le Président. Effectivement, alors mission très intéressante, parce que là on a vraiment une exception au droit conventionnel en matière de fiscalité bilatérale, en tous les cas, et notamment dans les modèles de convention OCDE. Donc c'est un gros problème. Alors moi je n'ai pas bien suivi pourquoi à l'époque on s'est retrouvé embarqué dans cette négociation-là et d'accepter que les nouvelles réglementations percutent comme ça la convention bilatérale. Maintenant, est-ce que... Par FATCA, oui, tout à fait. Mais ce que je veux dire, c'est que pourquoi, à un moment donné, tout le monde accepte que les États-Unis changent de par FATCA, qui était quand même à la base récupérer des renseignements, pas forcément pour fiscaliser les gens chez soi, mais enfin, dans tous les cas, maintenant, ça a cet effet-là. Ça contrevient à tous les principes de domiciliation fiscale. Et puis, même en matière de respect des libertés individuelles, c'est quand même un peu problématique d'avoir à déclarer son américanité, etc. Enfin, c'est vrai que c'est... Alors, les temps ont quand même changé par rapport à l'adoption de cette réglementation FATCA. Je ne sais pas si vous arriverez à trouver une solution autre que essayer de réviser quelque chose dans la convention bilatérale. Et surtout, on a du mal à savoir si les États-Unis seraient capables d'accepter quelque chose avec la France qui n'aurait pas du coup un effet trop massif sur leurs conventions, les autres conventions, quoi. Il y a une question de réciprocité aussi qu'il faut tenter de creuser. Monsieur le rapporteur, et puis on passera à la seconde mission. Oui, pour répondre dans l'ordre inverse, effectivement, il y a forcément une conséquence liée à l'imposition des Américains à l'étranger et des binationaux à partir du moment où FATCA existe. Même si vous dites peut-être à juste titre que ce n'est pas ce pourquoi FATCA a été, c'était quand même aussi rapatrier les exilés. Rapatrier les exilés, ça veut dire finalement, comme Marc Le Fur l'a dit, comme il y a la notion de nationalité pour appliquer la fiscalité et pas la territorialité, de facto, ça va embarquer toutes ces personnes-là et les personnes qu'on appelle Amérique accidentelle. Je rappelle quand même qu'il n'y a que les États-Unis et l'Érythrée qui ont ce système de fiscalité par la nationalité. Donc c'est quand même quelque chose d'atypique qui crée l'extraterritorialité du droit et donc de la fiscalité. Par rapport à ce que dit le rapporteur général, effectivement, il va falloir faire un benchmark assez pointu des autres cas et de nos voisins. Comme Marc Le Fur l'a dit, il y a les Pays-Bas qui sont aussi engagés assez fortement sur la question. Pourquoi nos voisins ne le sont pas autant que nous? On n'est pas capable de répondre actuellement, mais ça fera évidemment partie des investigations à faire, parce que vous avez tout à fait raison de dire que concernant l'Italie par exemple, je ne peux pas croire qu'il y en ait moins, et effectivement avec des patrimoines pas au moins aussi importants. Donc comment se comportent les banques italiennes par exemple vis-à-vis de leurs clients italiens nés aux États-Unis, ça sera très intéressant à analyser. Je te laisserai. Marc Le Fur, brièvement, merci. Très brièvement, alors sur le nombre, c'est pas du tout évident qu'on soit à 3-4 000, c'est bien possible qu'il y en ait bien plus. On nous cite, parce qu'on reçoit beaucoup de mails évoquant des situations très concrètes, on nous cite par exemple le cas d'une seconde épouse, d'une belle-mère en quelque sorte. Ses beaux-enfants sont nés en Amérique, mais elle-même se voit contrainte par sa banque à fournir un certain nombre d'informations sur ses comptes, sur l'origine de ses fonds, etc., etc. Donc par capillarité, ça touche beaucoup de gens. Deuxièmement également, la singularité française, elle est peut-être liée au traumatisme de l'amende BNP, de toutes ces choses qui ont fait que nos banques sont vraiment d'une prudence très importante, prévenant peut-être à l'excès la demande même des États-Unis. Ça, on n'en sait rien, mais on va essayer de progresser là-dessus. Merci beaucoup. Pour être tout à fait transparent, on n'a pas eu de demande identique sur l'Érythrée, mais si quelqu'un est intéressé, nous verrons.
la puissance du droit érythréen s'impose. Alors, Véronique Louwagie et Romain Gros pour nous parler de la mission d'affaires